Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. La nation ivoirienne rend hommage au président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, décédé le 7 mai dernier. Ce mardi, le président de la République, Alassane Ouattara, et plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie d'adieu. L'ancien président de l'hémicycle ivoirien sera inhumé le vendredi 13 mai prochain à Séguéla. Les travaux de la COP15 se poursuivent à Abidjan. L'un des temps forts de la journée d'hier a été l'ouverture du caucus sur le genre présidé par la première dame ivoirienne. Madame Dominique Ouattara a fait des propositions pour améliorer les conditions des femmes qui produisent 75% du vivrier en milieu rural. Le dossier EcoPlus fait un focus sur l'UNFPA, l'école qui forme la nouvelle génération d'agriculteurs en Côte d'Ivoire. C'est l'Institut national de formation professionnelle agricole. En marge de la COP15, nous irons à la découverte de cette école spécialisée. Les apprenants sont admis au concours et répartis au sein de corps de métiers comme l'élevage, la pêche. La 14e édition du FEMIA, Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, a ouvert ses portes aujourd'hui. Entrepreneuriat et employabilité des jeunes est le thème retenu pour ce FEMIA 14. La ministre de la Culture et de la Francophonie a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire de la culture un des moteurs de l'économie ivoirienne. Soyez les bienvenus sur RTI1. La Côte d'Ivoire pleure son illustre fils Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, décédé le samedi 7 mai dernier. La nation lui a rendu hommage aujourd'hui. À l'esplanade de l'Assemblée nationale, le président de la République, Alassane Ouattara, et plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie d'adieu. Amadou Soumaoro sera inhumé le vendredi 13 mai prochain à Séguéla, sa ville natale. Nous y reviendrons dans quelques instants. En marge de ces obsèques se déroule la COP15, la 15e conférence des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse. Les travaux débutés hier se poursuivent jusqu'au 20 mai prochain. Voilà, la COP15 se poursuit à Abidjan et l'un des temps forts de la journée d'hier a été l'ouverture du caucus sur le genre présidé par la première dame ivoirienne. Madame Dominique Ouattara a fait des propositions pour améliorer les conditions des femmes qui produisent 75% du vivrier en milieu rural. Jérôme Kofi Abolin pour le reportage. Les femmes, surtout celles des zones rurales, sans protection et susceptibles de souffrir des impacts de la désertification. La COP15, qui se tient du 9 au 20 mai 2022 à Abidjan, en a fait l'une de ses préoccupations majeures. Le jour même de l'ouverture des travaux ce lundi, un caucus sur le genre s'est déroulé au Sofitel Hôtel Ivoire. Ce caucus, présidé par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a donné lieu à ce qu'il convient d'appeler le dialogue ministériel. Présent pour y apporter sa contribution, un membre du gouvernement ivoirien en la personne de Nasseneba Touré. La Côte d'Ivoire a enregistré des avancées notables en ce qui concerne la lutte contre les inégalités liées à l'accès des femmes à la terre. Très tôt, notre pays a entrepris des réformes sur l'épineuse question relative à l'accès des femmes à la terre qui a été régie pendant longtemps par des lois coutumières généralement discriminatoires à l'égard des femmes. Sensible aux impacts différenciés du changement climatique, la Côte d'Ivoire a entrepris une étude sur les effets du changement sur les femmes avec l'appui du PNUD. Notre pays a développé une stratégie nationale appelée « Genre et changement climatique ». Cette stratégie est prise en compte dans le programme Abidjan Legacy. En saisissant l'occasion de cette session, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a, outre ses activités pour l'autonomisation de la femme, évoqué les actions menées par le gouvernement ivoirien sur la question du genre. La désertification contribue donc à détériorer la santé des femmes et les rend plus vulnérables. En effet, parce qu'elles entretiennent un rapport direct avec la terre, les femmes doivent bénéficier d'une attention particulière de la part des gouvernants, des Nations Unies, des bailleurs de fonds, enfin de tous. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est très actif dans la recherche de solutions
contre la déforestation, la dégradation des terres et le changement climatique en relation avec la problématique du genre. Plusieurs programmes sont en cours d'exécution dans notre pays. L'initiative d'Abidjan, appelée Abidjan Legacy Programme, qui est une réponse de la Côte d'Ivoire à la mise en œuvre des résolutions de la COP15, occupe une place importante. En ce qui me concerne, je me bats pour permettre aux femmes d'acquérir plus d'autonomie pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. C'est dans ce cadre qu'en 2012, j'ai créé le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, avec l'aide du président de la République. C'est un fonds à taux d'intérêt réduit qui est octroyé sans exigence de garantie aux femmes non éligibles aux prêts classiques et qui leur permet de financer leur activité génératrice de revenus. Il est doté d'un capital de 25 milliards de francs CFA et a permis à ce jour à plus de 300 000 femmes ivoiriennes d'être financièrement autonomes et de prendre en charge leur famille, soit plus de 2 millions de personnes épargnées de la pauvreté. Ce caucus est le deuxième du genre. Les vies sur Terre, patrimoine d'un monde précaire vers un avenir prospère, c'est le thème sur lequel ont été portées les réflexions au cours de cette rencontre. Voilà, les femmes ont le mot à dire et l'accès des femmes justement à la terre est une question abordée aux travaux de cette COP15. Selon l'Agence foncière rurale, en Côte d'Ivoire, seulement 10% des certificats fonciers ruraux sont délivrés aux femmes. Elles exercent pour la plupart en tant que main-d'œuvre agricole. Il faut donc changer la donne et maintenant, car faciliter l'accès des femmes au titre foncier a de nombreux avantages et cela représente une opportunité d'autonomisation pour des millions de femmes, nous rapporte Mahama Traoré. En cette période de campagne intermédiaire du cacao, l'heure est à la récolte pour Anne-Marie, exploitante agricole basée à Méagui. Elle s'applique à couper les cabosses mûres de chaque cacaoyer de la parcelle agricole dont elle a hérité de son défunt père il y a 15 ans. C'est par cette terre-là que j'ai pu construire la maison que je vis dedans actuellement. Et j'ai même mes enfants à l'école et puis mes petits frères aussi, ils vont pour s'occuper d'eux. Et j'arrive aussi même au village, j'essaie d'envoyer un peu d'argent à la famille qui est là-bas aussi. À une quarantaine de kilomètres de Méagui, le village de Kpeiri. Ici, les femmes sont plus attirées par les cultures vivrières. Au prix de leur bravoure, ces cultivatrices goûtent aujourd'hui à l'autonomisation financière, mais dans la plupart des cas, elles ne possèdent pas les parcelles qu'elles contribuent à mettre en valeur. La place là, je ne l'ai pas achetée. Mon mari est de Kpeiri. Donc nous avons vu la forêt, nous avons nettoyé. Nous avons parlé au chef du village, nous avons donné la place pour planter le riz. Selon les Nations Unies, les femmes représentent la moitié de la main-d'œuvre agricole en Afrique subsaharienne, mais elles ne détiennent que 18% des titres fonciers, la faute aux pesanteurs socio-culturelles. Selon nos traditions, la femme est appelée à quitter sa famille d'origine pour aller se marier. Donc lui donner une parcelle de terre dans sa famille d'origine revient à extraire cette parcelle de terre-là de sa famille d'origine pour la transmettre à la famille de son mari parce qu'on estime que si elle a accès à la terre, c'est son mari qui va en bénéficier. Et également dans la famille de son mari, puisqu'elle est étrangère dans cette famille, elle vient d'une autre famille, elle n'a pas accès à la terre. Du coup, elle est au milieu, elle doit travailler comme main-d'œuvre auprès de son mari pour l'aider à créer des champs qui appartiennent à la famille, mais dont le mari a exclusivement la gestion. En Côte d'Ivoire, seulement 10% des détenteurs de titres fonciers ruraux sont des femmes, selon l'agence foncière rurale AFOR. À Méagui, les autorités coutumières veillent à lever les restrictions et les barrières pour voir ce taux augmenter. Nous, on juge au regard du droit, parce que tous les enfants sont égaux, disent la loi. Donc s'il y a une fille qui est fille de son père, qui est décédée, qu'il n'y a pas de garçon tel qui prend. Si les frères du père veulent prendre la plantation à la fille, en tout cas à mon niveau ici, nous on refuse, on dit non, ce sont les choses de son père, c'est à elle qu'il faut plutôt donner ça. L'AFOR espère pouvoir atteindre un taux de 30% de détentrices de titres fonciers ruraux dans les années à venir et surtout de relever un autre défi,
celui de mobiliser les mécanismes de financement de l'entrepreneuriat agricole féminin. Ce mardi, deuxième journée de cette COP 15, le Premier ministre Patrick Kachi a ouvert la réunion interministérielle. L'objectif est d'impulser des actions concrètes contre la désertification et la déforestation. La Côte d'Ivoire, témoin du changement climatique, compte apporter des réponses. Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire est un pays témoin de ce processus environnemental et humain exigeant. Elle veut être un pays acteur de sa résolution, un pays moteur d'idées et moteur de solutions. L'ONU estime que 40% des terres sont dégradées dans le monde. La Côte d'Ivoire connaît bien le sujet car en 60 ans, son couvert forestier est passé de 16 millions à 3 millions d'hectares. Il faut donc au plus vite trouver des solutions concrètes aux maux que sont la désertification et la sécheresse. La COP 15 d'Abidjan veut, au-delà de l'espoir, engager des actions fortes. Modèle neuf pour la gestion durable des terres. L'initiative d'Abidjan souhaite être une feuille de route à partager, adaptée et renforcée par toutes les nations sœurs qui éprouvent les mêmes enjeux. Et pour cette réunion interministérielle, les solutions s'ébauchent déjà. La restauration des terres comme de la forêt et la mise en place d'une agriculture écologiquement intensive, intelligente, face au climat, dotée de systèmes de production résilients et zéro déforestation, constitue la seule solution stratégique pour préserver notre environnement et garantir la prospérité de nos pays comme celle de nos populations rurales. La question de la Grande Muraille Verte qui vise à restaurer 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique d'ici 2030 sur la bande de 8000 km allant du Sénégal à Djibouti devrait notamment être abordée au cours des travaux qui s'achèvent le 20 mai. Et je rappelle que les activités de la COP 15 ont démarré hier lundi 9 mai par le sommet des chefs d'État et de gouvernement ainsi que le caucus sur le genre en présence de la première dame de Côte d'Ivoire. Et les différentes parties impliquées dans l'organisation ont dressé le bilan de cette première journée. On en sait plus avec notre reporter Grace Kando. La secrétaire générale adjointe de l'ONU, le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, le ministre de l'Environnement et du Développement durable et le président du comité d'organisation de la COP 15 face à la presse nationale et internationale pour faire le bilan de la première journée. La première journée qui a été un succès extraordinaire. D'abord le sommet des chefs d'État. Jamais dans l'histoire de la Convention, nous n'avons eu autant de chefs d'État qui ont participé au sommet, surtout au premier jour. Ensuite, le caucus genre, qui était aussi un grand succès, présidé par la première dame, avec la participation de plusieurs personnalités du monde. Au cours de cette conférence, Ibrahim Thiam s'est aussi prononcé sur l'état de santé de la planète. La planète est malade par l'activité humaine. Nous sommes quasiment 8 milliards de personnes sur Terre. Et nos activités que nous menons aujourd'hui ont conduit à détruire les milieux naturels, a conduit à polluer les forêts, à polluer les cours d'eau, à détruire les forêts, à créer un système chaotique dans le monde. Concernant la dégradation de la forêt ivoirienne, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a mis l'accent sur les actions à mener pour la reconstitution du couvert forestier. Nous avons perdu pratiquement 80% de notre couvert forestier en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, jusqu'en 2030, il est question donc de reconstituer donc cette forêt à hauteur de 20%, ce qui va faire passer donc la forêt à 40%, ce qui n'est pas négligeable. Si la forêt est détruite, ça a un impact véritable donc sur le climat, et ça a un impact aussi sur l'appauvrissement donc des sols. La réussite du concept cacao zéro déforestation implique un partenariat public-privé, selon le ministre Jean-Luc Assy. Et en image, le dossier EcoPlus, ce soir, on fait un focus sur l'UNFPA, l'école qui forme la nouvelle génération d'agriculteurs en Côte d'Ivoire. C'est l'Institut national des formations professionnelles agricoles. Cet établissement d'enseignement supérieur forme les étudiants dans le domaine de l'agriculture et ses extensions comme l'élevage, la pêche, le foncier rural. Plus de 1600 apprenants sont admis au concours et répartis au sein de corps de métiers.
La Côte d'Ivoire en deuil pleure son illustre fils Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, décédé le samedi 7 mai dernier. La nation lui a rendu hommage aujourd'hui. Vous allez le voir à l'esplanade de l'Assemblée nationale. Le président de la République, Alassane Ouattara, et plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie d'adieu. Amadou Soumaoro sera inhumé le vendredi 13 mai prochain à Séguéla, sa ville natale, à Ouattouré. Sur l'esplanade du palais de l'Assemblée nationale, la dépouille du président de l'Assemblée nationale fait son entrée. Sous les regards teintés de douleur de ceux et celles qui l'ont connu et côtoyé, Feu Amadou Soumaoro avance et s'installe. En premier lieu, le président de la République, Alassane Ouattara, vient s'incliner devant la mémoire de celui qu'il qualifie de compagnon politique fidèle, loyal et dévoué. Suivront la première dame Dominique Ouattara, le vice-président de la République, le premier ministre, les présidents des assemblées nationales du Burkina Faso, du Togo et du Gabon et des présidents d'institutions. Pour éponger le regret de sa disparition, quelques témoignages viennent encore rappeler ce qu'a été la vie du défunt président de l'Assemblée nationale. Lui, enfant de Locénie Soumaoro, grand militant politique, attaché au président Houphouët-Boigny, tu as gravi toutes les étapes, traversé toutes les difficultés, bravé toutes les animosités, mais tu es resté toujours debout pour ton mentor, que dis-je, notre mentor, Alassane Ouattara. Amadou Soumaoro, et ce n'est pas nous qui allons vous le présenter, était un combattant, loyal, fidèle, engagé à vos côtés. Il nous disait comme cela un jour que quand c'est dur, seul les durs avancent avec le président Alassane Ouattara. La somme d'expériences et compétences qu'il a accumulées durant son parcours politique et professionnel a conforté les populations de la circonscription de Séguéla sous-préfecture qui ont porté leur choix sur sa personne de 2011 à 2021 afin de les représenter à l'Assemblée nationale en qualité de député de la nation. C'est ce brillant parcours qui a permis à Amadou d'être élu président de l'Assemblée nationale en 2019 et réélu en 2021. À ce poste, Monsieur le Président, le président Amadou Soumaoro a particulièrement œuvré pour l'adoption d'une loi organique portant sur le statut des parlementaires afin de leur permettre d'avoir de meilleures conditions de vie et de travail. Au nom de toutes les forces vives de la nation, le président de la Cour des comptes, Kanvali Diomandé, prononce l'oraison funèbre. C'est le moment choisi pour revenir sur le parcours professionnel et politique d'Amadou Soumaoro. Celui qui vient de se coucher n'est pas commun. Il est de la catégorie de ceux dont le pays se souviendra pendant longtemps. Comment pourrait-il en être autrement? Le président Amadou Soumaoro a pleinement vécu et marqué non seulement son temps, mais aussi les temps à venir. Il a été de tous les combats aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il a été un modèle de fidélité et de loyauté sans faille et demeurera un guide, un phare, un leader, une inspiration pour sa génération et pour les générations à venir. Dans son combat politique et dans sa vie de tous les jours, il savait allier rigueur, ténacité, pondération et recherche de consensus, ce qui lui a valu à juste titre le pseudonyme de Tchomba, c'est-à-dire le vieux sage. La mort d'Amadou Soumaoro, une autre lourde perte pour le président Alassane Ouattara, après celle des défunts premiers ministres Amadou Gon Coulibaly en 2020 et Ahmed Bakayoko en 2021. En sa qualité de quatrième personnalité de l'État, Amadou Soumaoro a eu droit aux honneurs militaires dus à son rang. La nation témoigne ainsi sa reconnaissance à un illustre serviteur avant de le remettre officiellement à sa famille biologique pour la suite des obsèques.
Ce mercredi, il est notamment prévu une levée de corps à la grande mosquée de la Riviera Golf, suivi du transfert de la dépouille à Séguéla, où l'inhumation se fera vendredi après la grande prière. Et nos reporters ont recueilli quelques réactions à l'issue de cette cérémonie d'hommage. Nous les écoutons. C'est donc le cœur plein de douleur que nous constatons aujourd'hui son départ vers l'éternel, le départ définitif. Il quitte ces lieux qu'il a animés toujours en tant que député, ensuite en tant que président de l'Assemblée nationale. C'est un grand combattant, homme de conviction, homme engagé, qui s'en est allé, un grand serviteur de l'État et qui avait une boussole, comme nous tous, le président Alassane Ouattara. Et pour le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, c'est une autre perte qui vient de s'ajouter aux grandes pertes que nous avons connues. Les grands hommes, les grandes nations doivent se donner les moyens de surmonter toutes ces épreuves. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire pleure un de ses fils, son président de l'Assemblée nationale. Un homme de conviction, qui avait du caractère, mais qui savait allier caractère, humanisme, souplesse et respect de l'autre. Pour moi, c'était un ami, c'était un frère. Ce grand monsieur qui nous quitte a été de tous les combats aux côtés de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est un grand militant du RHDP que nous perdons. Et en pareille circonstance, les mots nous manquent pour traduire ce que nous ressentons. C'est un monsieur qui est affable, qui est très contemporain à tout le monde. Partout où vous le trouvez, il est de bonne humeur. C'est comme ça qu'il a présenté sa vie au peuple. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, fait partie de ceux dont la Côte d'Ivoire oubliera difficilement le nom. Mais également, je dirais, sa formation politique. Membre fondateur du RDR, il a été de tous les combats. Il est un modèle de combativité, un modèle de loyauté, un modèle de fidélité, quelqu'un qui était généreux en effort dès lors qu'il s'agissait de faire respecter donc, les décisions du président de la République, la vision du président de la République. Amadou Soumaoro a quitté définitivement le perchoir. La Côte d'Ivoire pleure son illustre fils. Le personnel de l'institution parlementaire et les députés sont toujours sous le choc. À la cérémonie d'hommage de la nation, des présidents des assemblées nationales du Bénin, du Togo, du Burkina Faso et du Gabon ont exprimé leur soutien et témoigné de l'homme. Il avait été élu président de l'Assemblée nationale le 7 mars 2019. Il était le 7e président de l'institution parlementaire. La présence d'Amadou Soumaoro à la tête de l'hémicycle n'aura duré que 3 ans, 2 mois. Le personnel se souvient d'un travailleur acharné. Il a œuvré énormément pour que l'institution demeure une institution forte. C'est vrai qu'il était un tout petit peu dur, on peut le dire comme ça, mais vous savez, derrière sa rigueur, c'est peut-être parce qu'il veut que le travail soit toujours bien fait, bien accompli, pour obtenir des résultats. Et les résultats, il en a obtenus, en tout cas durant ce laps de temps où il a été président de l'Assemblée nationale. Plus de 25 ans de compagnonnage au niveau de l'administration, au niveau de la politique, l'exercice de ses activités politiques et dernièrement au niveau de l'Assemblée nationale. Je garde de lui le souvenir d'un homme attachant, un homme qui a eu beaucoup de considération pour moi, un homme qui m'a placé toute sa confiance pendant de longues années. Ce mardi 10 mai, la nation rend hommage au défunt président de l'Assemblée nationale. Les députés, encore sous le choc du décès de celui qui aura contribué à revaloriser le statut de député. Mais avec cette loi qui a été votée sous son instigation, nous pouvons aujourd'hui nous comparer à des députés ici en Afrique. Aujourd'hui, nous avons une rémunération relativement correcte. Nous avons également un certain nombre d'avantages
qui nous permettent de travailler dans de bonnes conditions. C'était un collaborateur très ouvert, très proche de tous les députés. Il ne faisait pas d'écart entre les députés de l'opposition et ceux du pouvoir. Au groupe parlementaire PDCRDA, on avait commencé à adopter l'homme comme un rassembleur, quelqu'un qui pouvait permettre à ce que les différentes sensibilités de l'Assemblée nationale puissent conjuguer leurs efforts pour une harmonie au sein de l'Assemblée nationale. Nous sommes endeuillés, nous sommes attristés de voir un homme d'État, notre premier responsable de l'institution, nous quitter. Nous sommes dans la désolation. Dans ce moment de recueillement, l'Assemblée nationale est soutenue par l'ensemble des institutions de la République, notamment le Sénat, l'institution parlementaire sœur. C'est lui qui nous a formés. C'est lui qui a fait de nous aujourd'hui, modestement, ce que nous sommes. Tous les amis de l'ex-RDR pleurent leur formateur. Je peux dire seulement une petite partie de notre vie commune en tant qu'étudiant en Belgique. À cette époque-là, j'étais le président du MEUCI et il était dans mon bureau. Quand il est revenu en Côte d'Ivoire, je n'ai pas été étonné qu'il ait une ascension fulgurante au niveau du parti, parce qu'il a appris beaucoup. On prit part à la cérémonie d'hommage de la nation à Amadou Soumaoro aux côtés du président de la République, les présidents des assemblées nationales du Togo, Bénin, Burkina Faso et Gabon. Un reportage réalisé pour vous par Konaté Moussa. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire a rencontré récemment Yamoussoukro, les chefs de communauté. Les missions et rôles de cette structure leur ont été expliqués. Les hôtes de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels se sont engagés à promouvoir la paix. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Ils sont venus de toutes les régions du pays afin de s'imprégner du mode de fonctionnement et des attributions de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Ce sont des chefs de communauté, pour la plupart issus du milieu urbain. À Yamoussoukro, Sa Majesté Nana Désiré Amontanoué trouve les mots justes pour expliquer à ses invités le rôle et mission de l'institution qu'il dirige depuis sa création. L'appellation chef coutumier confère une existence légale matérialisée par un territoire, une population, la conformité à la coutume et un arrêté de nomination. Seules les personnes répondant à ces critères sont habilitées à porter le titre de chef coutumier et partant de tête couronnée. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a vu le jour grâce au leadership et à la vision éclairée du président de la République, Alassane Ouattara. Ainsi, pour parfaire sa fonction habituelle de gardien des us et coutumes, de maintien de la cohésion sociale, de l'unité et de la paix, le président de la République a créé la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, en abrégé CNRCT, par la loi numéro 2014-428 du 14 juillet 2014, pour donner un statut officiel à la chefferie traditionnelle. Édifiés par les différents propos, les chefs de communauté ne sont pas répartis chez eux sans offrir des présents aux premiers responsables de l'institution qui les a reçus. Et ici, à Abidjan, la 14e édition du FEMIA, Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, a ouvert ses portes aujourd'hui. Entrepreneuriat et employabilité des jeunes est le thème retenu pour ce FEMIA 14. La ministre de la Culture et de la Francophonie a réaffirmé la volonté du gouvernement ivoirien de faire de la culture un des moteurs de l'économie ivoirienne. Issa Tchonayo. 8 mois après le FEMIA 13, Anoumambo redevient la capitale de la musique africaine. La raison, le FEMIA 14, Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, vient d'ouvrir ses portes. Le FEMIA 14 sera la tribune idéale pour présenter les programmes et politiques efficaces qui répondent aux défis auxquels sont confrontés les jeunes dans leur transition vers l'emploi en Afrique. Pour nous, l'Union européenne, c'est un honneur de pouvoir accompagner la Côte d'Ivoire à former les jeunes avec la formation professionnelle, à donner peut-être des astuces comment devenir entrepreneur. Le FEMIA, c'est aussi cette ouverture sur le reste du monde. Cette année, c'est la République démocratique du Congo, RDC, qui est à l'honneur.
Je souhaite un partenariat entre le FEMIWA, le ministère congolais de la Culture, des Arts et Patrimoine, afin que la rumba et Papa Wemba soient dans une pérennisation d'une collaboration culturelle variée et fructueuse. Sous les leads de leurs excellences Alassane Ouattara et Félix Tshisekedi. Au cœur de ce FEMIA 14, l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Occasion pour les membres du gouvernement de clarifier la politique du président de la République Alassane Ouattara sur la question. Pour 10 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail, il n'y a que 3 millions d'emplois formels qui sont créés. Lorsqu'on regarde tous ces défis, c'est à juste titre que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a érigé la cause de la jeunesse et l'insertion des jeunes au cœur des priorités du gouvernement. Et c'est une priorité aujourd'hui partagée par toutes les nations africaines. La Côte d'Ivoire solidaire, chère au président de la République, dans son deuxième pilier, s'appuie sur la création d'une richesse source d'emplois. Cela passe par la transformation structurelle de notre économie et par son industrialisation. Le président de la République a instruit le gouvernement, dès notre prise de fonction, d'accélérer la transformation et l'industrialisation dans tous nos secteurs, à travers des projets structurants impactant la population et en particulier les jeunes filles et les jeunes garçons. Après l'ouverture du FEMIA 14, il y a eu la pose de la première pierre des écoles Magic System de Tanda et de Port-Boué. Et au moment où le FEMIA s'ouvre, un vent de fraîcheur souffle sur la langue française. De nouveaux mots intègrent le Larousse. L'édition 2023 du dictionnaire enregistre l'entrée de 150 nouveaux mots. On peut citer Covid long, passe vaccinal, vaccinodrome. Comme on le voit, la pandémie de Covid-19 a été un pourvoyeur important de nouveautés dans le Larousse. On retrouve aussi les thèmes enfermistes, rassuristes, grossophobie. Le dictionnaire Larousse fête bientôt ses 170 ans d'existence. Il compte plus de 64 000 mots et près de 28 000 noms propres. Et on va faire escale au Burkina Faso où l'armée annonce avoir tué au moins 50 présumés terroristes à l'issue de 2 opérations menées dans 2 régions du pays. Elle annonce par ailleurs avoir récupéré du matériel de combat à la suite des ratissages effectués dans les zones ciblées par des attaques fréquentes ces derniers jours. Les opérations initiées par l'armée burkinabé sont une riposte à l'embuscade tendue par des djihadistes samedi dernier dans le nord et le sud-ouest du pays. Embuscade dans laquelle avaient péri 10 supplétifs de l'armée et de civils. Et vous l'avez très bien compris, c'est la fin de ce 20h. Mais ne décrochez surtout pas. Juste après, suivez votre émission, le débat. Le sujet porte sur la COP 15. Que faut-il en entendre? Eh bien, suivez l'émission, le débat présenté pour vous par Eliane Hervaux. Très belle soirée sur RTI 1. Demain 20h, Colo Clubali prendra le relais. Et moi, je vous dis à très bientôt.